Salutations, voyageurs et voyageuses. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner dans un voyage à travers l'espace et le temps. Nous allons arpenter le multivers et en apprendre plus sur un humain qui n'est pas passé inaperçu au fil des années, de par ses agissements, ses alliances et ses nombreuses manigances. Suivez-moi donc dans ce pèlerinage sur les traces de l'arpenteur Tézéret. Avant de commencer, je me dois de vous donner une précision. Tézéret a traversé de nombreux événements importants de ce multivers et croisé de nombreuses personnes à l'histoire tout aussi riche. Nous allons nous concentrer sur Tézéret pour cette fois, mais je me ferai un plaisir de vous narrer leurs histoires une autre fois. Toute histoire débute quelque part. Celle-ci voit ses origines sur le plan d'Alara. Je me dois de rapidement vous décrire ce plan comme il se présentait à l'époque. Dans un lointain passé, Alara était un plan riche en mana, mais le Sundering, que je pourrais traduire par déchirure ou morcellement, un événement causé par un arpenteur inconnu, entraîna la fragmentation du plan en 5 éclats. Chacun de ces éclats fut privé de 2 couleurs de mana, provoquant des cheminements d'évolution différents. Ces éclats sont aujourd'hui de nouveau réunis, mais il s'agit là d'une autre histoire, d'un autre pèlerinage. Allons plutôt visiter l'un de ces éclats, celui d'Esper, éclat sur lequel vit naître Tézéret. Esper est principalement alimenté en mana bleu et dénué de mana vert et rouge. La nature et la sauvagerie de ces 2 couleurs ont laissé place à une magie de contrôle et de manipulation. L'une des particularités de cet éclat est la présence en grande quantité d'éthérium, du métal imprégné d'éther, cette puissante énergie présente dans les éternités aveugles. Les habitants d'Esper, principalement des humains et des Vedalkins, dirigés par des sphinx, s'en font greffer à la place de certains membres et organes, leur permettant d'améliorer leur longévité ou certaines aptitudes physiques. Tézéret est né dans la région de la mer Creuse, située dans les bas-fonds de la cité de Vectis, principale fortification humaine sur l'éclat. La mer Creuse est un amoncellement de bidonvilles à l'intérieur de cavernes qui s'étendent sur des kilomètres sous les différentes îles d'Esper. La roche y a été creusée comme les alvéoles d'une ruche, permettant d'amortir les incessantes vagues qui s'écrasent. Cet endroit dégage une odeur de poisson, de moisissure et de désespoir. Dans cet endroit charmant, Tézéret a grandi avec des parents qui ne lui ont pas donné l'attention que mérite un enfant. Son père était un ferrailleur violent et sans ambition. Sa mère était une prostituée déjà trop âgée pour attirer des clients. Malgré ce contexte particulier, Tézéret n'était pas rejeté par ses camarades. Et c'est même eux qui le nommèrent comme le multivers le connaît, Tézéret étant un mot d'argot pour désigner un couteau improvisé. Il n'aurait pas pu mieux trouver pour cet homme qui a développé ses capacités d'adaptation et de survie à un niveau surhumain. Dès son plus jeune âge, Tézéret baigne dans ce milieu inhospitalier, mais c'est un événement en particulier qui traça son destin et fit naître son ambition sans limite. Il avait à peu près 7 ans quand sa mère se fit tuer, écrasée par le carrosse d'un maître de guilde. Son père lui dit alors une phrase qui resta gravée dans sa mémoire. « Les forts dominent et prennent tout ce qu'ils peuvent aux faibles, et sur Esper, il n'y a pas plus fort que les mages. » Tézéret se jura de devenir un mage si puissant que personne ne lui prendrait quoi que ce soit. Il commença dès les jours suivant le décès de sa mère à suivre son père et découvrit un talent naturel pour la rhabdomancie, un art divinatoire qui s'apparente à celui des sourciers qui recherchent des sources d'eau. Mais vous vous en doutez, ce n'est pas l'eau qui intéressait Tézéret, mais bien les morceaux de métal que son père pourrait revendre. Ce qui arrangeait le jeune homme, car cela lui laissait beaucoup de liberté de mouvement, le poussant à voler du précieux éthérium dès l'âge de 9 ans. Il ne manqua pas de se faire remarquer par les différents gangs de la mer Creuse. Par son absence totale de scrupules, ses dons naturels liés à la recherche de métal et sa fourberie, il se fit une réputation parmi les vauriens.
Une de ses signatures, quiconque lui cherchait des problèmes ou tentait de le doubler trouvait sa mère assassinée. En prenant la vie de leur génitrice, il prouvait à ses rivaux qu'ils étaient plus faibles que lui. C'est à seulement 11 ans qu'il accomplit son premier objectif de vie. Parce qu'il avait réussi à voler et à cacher assez d'éthérium, il s'offrit un ticket sans retour loin de la mer Creuse, laissant son père à sa vie vide de sens. Arrivé à Vectis, Tézéret débuta un long apprentissage, d'abord chez un artificier, puis dans la guilde des mécanistes, avec toujours le même but. Obtenir plus de pouvoir et de maîtrise dans la manipulation d'artefacts magiques. Ce qui aurait dû prendre presque 25 ans ne dura que 8 ans. Il surpassa aisément tous ses camarades plus riches et gâtés. À seulement 19 ans, il s'amputa le bras droit afin de se greffer un bras d'éthérium de plus de 10 kilos, réalisant un rêve qu'il pourchassait depuis qu'il avait commencé à voler dans la mer Creuse. Quand les maîtres de guilde virent ce qu'il avait réussi à faire, ils le gratifièrent du statut de maître immédiatement. Il n'en fallait pas plus pour Tézéret. Il quitta la guilde sans un regard en arrière pour rejoindre l'Académie des chercheurs. La seconde marche de son ascension fulgurante dans sa quête insatiable de pouvoir. Objectif suivant, intégrer les chercheurs de Carmo. Le Carmo est une pierre rougeâtre et un des composants servant à la mystérieuse création de l'éthérium. Les chercheurs de Carmo ont en leur possession le Codex Ethereum, l'ouvrage sacré censé contenir les apprentissages du Sphinx Crucius, inventeur de l'éthérium. Voilà qui devrait garantir les connaissances et le pouvoir que recherchait Tézéret. Dans sa tentative pour rejoindre les chercheurs, Tézéret se heurta à Silas Ren, un jeune membre d'une famille d'élite d'Esper. Un duel perdu plus tard, il décida d'aller se justifier auprès du directeur de l'académie, mais il comprit que c'était peine perdue. Un moins que rien de la mer Creuse n'avait pas sa place au sein des élites. Vous vous en doutez, cette nouvelle déplut fortement à Tézéret. Une énième fois, il utilisa la force et assassina sans remords le directeur. 3 ans plus tard, malgré que son acte méprisable n'ait pas été découvert, on lui refusait encore et toujours le respect qu'il pensait mériter. Quand son rival Silas Ren reçut un cœur forgé d'éthérium supposé tout neuf, Tézéret perdit le peu de patience qui lui restait. Il pénétra dans le caveau des chercheurs pour accéder au codex Ethereum. À sa grande surprise, il découvrit que le codex était une fraude. Ses pages étaient vierges. Il n'y aurait donc apparemment aucun moyen connu de créer du nouvel Ethereum. Trop occupé à digérer la nouvelle, il ne se rendit pas compte qu'il avait été découvert. Malgré sa puissance, la différence en nombre se fit ressentir. Les gardes le frappèrent et cherchèrent à le tuer. Par cet acte, son étincelle d'arpenteur se déclencha. Au bord de la faim, il trébucha dans les éternités aveugles pour la première fois. En piteux état, il atterrit sans le savoir sur l'éclat de Grixis, nourri principalement par du mana noir. Il y survécut tant bien que mal, malgré les attaques de monstres assoiffés de sang dans ce monde morbide. Celui qui le sauva de ce mauvais pas est aussi celui qui le manipulera pendant de longues années. Ce moment marque le début de la servitude de Tézéret sous les ordres de son nouveau maître, Nicol Bolas. Le but du dragon ancestral sur le plan d'Alara est d'engendrer le conflux, la réunification des éclats en un seul et unique plan qui permettrait de créer le Maelstrom, une tempête de mana titanesque. Nicol Bolas souhaite absorber ce Maelstrom et ainsi récupérer sa puissance ancestrale perdue en partie après la restauration de Dominaria. L'accord que proposa Nicol Bolas à Tézéret était simple. Du pouvoir contre la servitude. Les mots magiques prononcés, Tézéret accepta sans discuter. Sa première mission vint rapidement, et pendant que Bolas continuait ses manigances sur Alara, il donna à Tézéret la gérance de l'Infini Consortium, une organisation mercantile multiplanaire créée par le dragon. Tézéret ne perdit pas de temps et n'oublia jamais la promesse qu'il s'était faite.
ne jamais se laisser dominer par plus puissant que lui. Petit à petit, son ambition prit la place du pacte qu'il avait fait avec Bolas. Il remplaça les chefs fidèles au dragon des différentes cellules du consortium par ses propres agents et réussit à récupérer le contrôle de l'organisation à l'abri du regard de son supposé maître. Un certain temps plus tard, il transplana vers Kamigawa. Avec l'aide des futuristes Saiba, un groupe d'humains et de lunaréens à la pointe de la technologie sur le plan de Kamigawa, il développa un prototype de la puce de réalité. Le but était d'infiltrer le palais impérial et de contrôler le Kami Kyodai, qui supervise le monde spirituel en alliance avec l'empereur qui s'occupe du monde mortel. À la place, cela déclencha l'étincelle d'arpenteur de la jeune impératrice, qui se retrouva avec une étincelle instable l'empêchant de rester volontairement sur un plan. Cet échec poussa Tézéret à transplaner ailleurs, laissant les scientifiques améliorer la puce de réalité. Mais ses activités ne lui firent pas oublier le dragon ancestral. La paranoïa s'infiltra en lui, et ne parvenant plus à faire confiance aux potentiels espions au sein de son infini consortium, il rechercha Jace Beleren et le persuada de le rejoindre. Il lui révéla qu'il avait besoin de son aide en tant que télépathe, parce qu'il redoutait qu'un agent de Bolas ne puisse infiltrer l'organisation, la trahison de l'homme de métal ayant fait naître de la rancœur chez le dragon. Mais de son point de vue, c'était Nicol Bolas le traître. Il avait en effet appris que le dragon ancestral le manipulait depuis le début. Il était en fait le véritable maître des chercheurs de Carmo, et c'était lui qui était à l'origine de ces mésaventures du passé. L'ego de Tézéret avait été piétiné, et il ne comptait pas laisser passer. Le conflit intervint lors d'une confrontation entre les deux hommes et le dragon, pour les droits de minage d'une chaîne de montagnes sur un plan inconnu. Tézéret était sûr de lui, grâce à la présence de Jace, qui le protégerait des potentielles attaques mentales de Bolas. Comme il se trompait. Le dragon, même s'il n'avait pas encore récupéré toute sa puissance, balaya les défenses du télépathe et s'incrusta dans l'esprit de Tézéret à la recherche de quelconque secret. De plus, contrairement à ce qui avait été convenu entre les deux parties, Bolas avait amené avec lui une troupe de mercenaires barbares. Une énième trahison. Les deux hommes réussirent à s'enfuir tant bien que mal, mais les séquelles psychologiques étaient là. Tézéret mit l'entière responsabilité de ses déboires sur le dos de Jace, qui ne tarda pas à s'enfuir du consortium. Tézéret devint fou de rage et décida de poursuivre le télépathe aussi loin et longtemps qu'il le faudrait jusqu'à ce qu'il soit mort. Une possibilité se présenta quelques 6 mois plus tard, quand Jace, accompagné par Liliana Vess, arpenteuse nécromancienne, et sa partenaire amoureuse à ce moment-là, décidèrent d'envahir le sanctuaire de Tézéret. À son grand plaisir, il parvint à capturer le mage télépathe et l'offrit à sa lieutenant Baltrice, une arpenteuse pyromancienne qui a toujours détesté Jace depuis son entrée dans le consortium. Elle le tortura le temps que Tézéret fabrique un dispositif qui transformerait Jace en sa marionnette. Cela laissa le temps au télépathe de s'enfuir, et un nouveau duel entre les deux humains débuta, mais cette fois-ci, c'est Jace qui en sortit vainqueur. Et il brisa Tézéret. Il brisa son esprit, le laissant quasiment en état de mort cérébrale sur le plan de Kamigawa, et lui amputa son bras en éthérium. C'est le clan Nezumi, le peuple rat, qui le récupéra jusqu'à ce que Nicol Bolas en personne ne vienne négocier son corps. Il le ramena avec lui sur son plan de méditation et prit le temps de le reconstruire, tant physiquement que mentalement. Il n'oublia pas de rajouter un détail sur sa physionomie. Il lui tatoua son propre symbole sur le front pour qu'il n'oublie jamais à qui il appartient. À la suite de sa réparation, Bolas lui demanda d'aller observer le développement de la nouvelle Phyrexia, anciennement Mirodin, afin d'en rapporter son évolution. Tézéret refusa obstinément, tuant les minions que le dragon lui envoyait avec l'ordre de mission. Ce n'est que quand Bolas lui-même se présenta à lui qu'il se décida à obéir. Arrivé sur le plan métallique de Mirodin, il croisa un agent de Bolas, un Védalquin, qui lui injecta un sérum anti-phérésie, ce qui l'empêchera de se transformer en Phyrexian.
Sa première rencontre importante fut avec Ginji Taxias, le praetor associé au Mana Bleu et chef de la branche scientifique de la nouvelle Phyrexia. Celui-ci l'amena directement à Karn, l'actuel père des machines, en pleine bataille intérieure pour ne pas laisser la Phyrésie prendre le dessus. En assistant à ce spectacle, Tézéret décida qu'il avait là une chance de prendre le pouvoir sur ce plan en détrônant le golem d'argent. Cela résulta à un duel contre son garde du corps, l'elfe anciennement nommé Glissa cherche soleil, mais que la Phyrésie a complété en Phyrexian. Celle-ci, avec les praetors, gardait prisonnier Karn le temps que les modifications phyrexianes sur le golem fassent effet. Bien que je n'ai pas eu la possibilité d'assister à ce combat, je sais de sources sûres que les deux adversaires sont ressortis vivants. Plus tard, après que Karn ait été libéré par des résistants présents sur la nouvelle Phyrexia, Tézéret assista au couronnement du nouveau père des machines. Et c'est une mère des machines qui fut proclamée, en la personne d'Elesh Norn, la praetor alignée avec le mana blanc. Tézéret ne manqua pas d'alerter Nicol Bolas sur le danger que pouvaient représenter ces Phyrexians. Tant qu'il n'avait pas de moyen d'arpenter le multivers, il ne serait pas une menace. Mais le jour où cela arriverait, et je pense que certains d'entre vous le savent déjà, ce jour arrivera. Le dragon ancestral se promit de remédier à ce problème dès qu'il serait devenu Dieu empereur. Vint ensuite une des périodes clés de la vie de l'artificier. Sur le plan d'Avishkar, qui à l'époque de ce passage était encore appelé Kaladesh, Tézéret réussit grâce à des pots de vin à devenir juge en maître de la foire des inventeurs du consulat qui dirige Ghirapur, la capitale du plan. Cette foire, longue d'1 mois, est une fête célébrant les inventeurs et leurs inventions. Il en profita pour identifier et interpeller Pia Nalaar, comme la chef des renégats de Ghirapur, qui essayait à leur niveau de renverser le consul, qui depuis longtemps ne partageait plus les richesses avec le peuple mais les gardait pour lui. C'est aussi Tézéret qui couronna l'elfe Rashmi comme gagnante de la foire des inventeurs, avant de se lancer dans un duel de forge vif contre Pia Nalaar. Ces duels spectaculaires mettent en avant les inventeurs et artificiers et leur capacité à créer des artefacts et golems rapidement à partir du filigrane. Ce métal est connu sur d'autres plans sous le nom d'Etherium. Vous comprenez maintenant pourquoi Tézéret était particulièrement à l'aise sur Kaladesh. Ce duel n'était pour lui qu'une manière d'humilier son adversaire. Il prit facilement le dessus, en trichant avec sa magie, et manqua de peu de tuer la captive. C'est grâce à l'intervention de la fille de Pia, Chandra Nalaar, célèbre pyromancienne du multivers, accompagnée du reste des sentinelles, que Pia ne fut pas tuée. Il prit la fuite et partit se réfugier sur le souverain des cieux, le plus large des vaisseaux volants du consul, tout en déclarant la fin de la foire des inventeurs. Jace, membre des sentinelles, qui connaissait très bien la manière de fonctionner de l'homme de métal, se doutait que ses agissements cachaient quelque chose. Et il avait bien raison. Tézéret a profité de l'attention portée sur lui et sur son duel avec la meneuse des renégats pour envoyer ses hommes confisquer toutes les inventions présentes sur la foire, et notamment l'outil de téléportation de l'elfe Rashmi qu'il avait nommé gagnante du concours. Avec la participation forcée de cette dernière, Tézéret développa cet outil pour le modifier en ce qui deviendra une des pièces maîtresses du plan de Nicol Bolas et la mission pour laquelle le dragon l'avait envoyé lui spécifiquement sur Kaladesh. Le pont planaire. Celui-ci permet d'arpenter entre les plans sans étincelle d'arpenteur. Seul problème, il ne peut transporter que de la matière morte ou non organique. Pendant que les renégats, avec l'aide des arpenteurs membres des sentinelles, allumaient le feu de la révolte éthérée et cherchaient à faire tomber le consulat, Tézéret se préparait à partir avec le pont planaire. Encore une fois, voyant que sa prise de pouvoir lui échappait, il a préféré retourner vers son commanditaire. Mais il fut accueilli par Liliana Vess et une troupe de zombies. Pensant qu'elle avait été envoyée par Nicol Bolas pour savoir où il en était dans sa mission, il apprit qu'elle avait rallié les sentinelles. Tézéret essaya de la déconcentrer en questionnant son allégeance au groupe d'arpenteurs et en la provoquant sur sa relation avec Jace, qui selon lui la rendait faible. Cela ne fonctionna pas. Ou plutôt, cela fonctionna plus que bien.
Énervée par ses propos, la puissante nécromancienne prit le dessus et réussit à lui faire cracher la localisation de Nicol Bolas. Amonkhet. Un nouveau coup de pouce du destin sauva Tézéret alors que Liliana allait l'achever. Le mécanoptère, l'espoir de Ghirapur, une création de Rashmi et de Saïli, l'arpenteuse native de Kaladesh et maîtresse du filigrane, vint s'écraser sur le pont planaire. Le couteau improvisé d'Esper saisit l'occasion et après avoir récupéré le cœur du pont, transplana loin de toute agitation. Chaque être, peu importe ses agissements, a droit à un ange gardien. Celui de Tézéret a beaucoup de travail, et c'était loin d'être terminé. Pendant quelque temps, Tézéret se fit discret. Ce n'est que lors de la guerre de l'étincelle, aussi connue sous le nom de guerre des arpenteurs, qu'il refit surface. En effet, après avoir réussi à intégrer le cœur du pont planaire à son propre corps, il est lui-même devenu l'une des pièces maîtresses du plan de Nicol Bolas. Celui-ci compte bien utiliser la technologie du pont pour faire passer son armée de morts-vivants, la Horde de l'Effroi, depuis Amonkhet jusqu'à Ravnica, où la bataille devait avoir lieu. Alors que Liliana Vess, contractuellement sous les ordres du dragon ancestral et agissant en traîtresse des sentinelles, dirige cette armée avec ses pouvoirs de nécromancienne, Tézéret est censé stabiliser le portail. Une atypique équipe, composée de Dagfaiden, un voleur de renom, Ob-Nixilis, un démon arpenteur, le golem légendaire Karn, ainsi que Samut, la guerrière originaire d'Amonkhet, fut envoyée pour s'occuper de fermer ce portail. Grâce à leur collaboration et l'aide d'un gadget fabriqué par la talentueuse artificière Saïli, ils parvinrent à faire exploser le cœur du portail dans la poitrine de Tézéret. Ce n'est que grâce à ses talents magiques qu'il réussit à refermer la brèche et par la même occasion se sauver la vie. Le portail refermé, la Horde de l'Effroi se retrouva bloquée sur Amonkhet. Mais cela coupait surtout toute connexion entre Tézéret et son maître Nicol Bolas. Une nouvelle occasion de filer se présenta. Mais il ne put s'en empêcher, il profita de la situation pour narguer ses ennemis qui venaient de le libérer. Après les avoir félicités d'avoir réussi leur coup, il leur souhaita de vaincre Nicol Bolas, car s'ils y parvenaient, il n'y aurait plus personne avec le pouvoir de le contrarier. Avant que ses adversaires ne réagissent, Tézéret transplana. Il retourna sur son plat natal, Alara, et plus précisément vers le sanctuaire des chercheurs, sa forteresse dans les nuages d'Esper. Il rejoignit de cette façon ses sbires prêts à obéir à ses ordres. Tézéret exultait. Le mi-démon, mi-humain Tibalt vint lui annoncer la bonne nouvelle. Nicol Bolas était tombé, vaincu par les sentinelles sur Ravnica. Il était désormais libre, débarrassé de sa servitude. Il se fit néanmoins retrouver peu de temps après par Ralzarek, qui allait devenir un peu plus tard le maître de la guilde Izet, et l'éternelle vagabonde, actuelle impératrice de Kamigawa, envoyée par Niv-Mizzet pour mettre fin à ses jours. L'impératrice, qui avait eu son étincelle déclenchée par accident par la puce de réalité de Tézéret, a découvert qu'elle pouvait capter les traces éthériques du passage de l'artificier, pouvant ainsi le localiser à travers le multivers. Tézéret réussit tout de même à déjouer cette attaque, notamment grâce à Brock, la gargouille en chef à son service. Elle réussit à assommer l'impératrice, ce qui la fit immédiatement transplaner à cause de l'irrégularité de son étincelle d'arpenteur et laissant seul Ralzarek. Sa magie de foudre se retrouva inutile face à Tézéret et au pont planaire qui faisait toujours partie de lui. Prenant facilement le dessus sur le mage Izet, mais soucieux du futur et ne voulant plus être poursuivi, il fait preuve, pour une fois, de pitié, allant même jusqu'à offrir son bras droit en éthérium pour que Ral puisse prouver qu'il avait tué sa cible. Malheureusement pour lui, Ralzarek fit preuve d'honnêteté quand vint son compte rendu pour le pacte des guildes. Il apprit tout cela par le biais de Lazav, le chef de la guilde d'Ymir sur Ravnica, avec qui il avait formé une alliance pour saboter les autres guildes. Il allait devoir rester discret s'il voulait avoir une chance de vivre sa vie comme il l'entendait. Pendant 5 années, le multivers n'entendit pas parler de Tézéret. Il refit son apparition sur Kamigawa, accompagné d'une ancienne connaissance. Jin Gitaxias, le praetor phyrexian,
qui l'a fait voyager via le pont planaire. En effet, les Praetors peuvent l'utiliser, car ils sont une forme hybride avancée de métal et de chair douée de conscience. Leur partie organique se retrouve incinérée, mais leur partie métallique les garde en vie le temps de se régénérer. Après une confrontation entre les deux associés et l'empereur du plan, accompagné de Kaito Shizuki et Tamiyo, ils réussirent à capturer l'arpenteuse lunaréenne et terminer leur projet. Parachever un arpenteur pour le convertir à la cause phyrexiane. Tézéret participa activement à cette opération, sauvant même la vie du Praetor bleu après qu'il se soit fait couper en deux par la vagabonde. Mais pourquoi, quelques années après s'être libéré de l'emprise de Nicol Bolas, Tézéret s'était mis au service des Phyrexians? La réponse à cette question est extrêmement simple, maintenant que nous connaissons le personnage. La recherche de pouvoir. Une des choses qui l'empêchait d'atteindre des sommets était la faiblesse de son corps, malgré les améliorations d'Etherium. Le pont planaire directement implanté en lui le détruisait petit à petit, et ce n'était que grâce à l'intervention d'Urabrask, le Praetor rouge de la Nouvelle Phyrexia et son grand fourneau, qu'il pouvait le réparer régulièrement. Le contrat était simple. Tézéret aidait les Phyrexians dans leur objectif de conquête, et en échange, Eleshnorn, mère des machines, lui offrait un corps en sombre acier, métal quasi indestructible. Malgré cet accord, l'artificier n'oublia pas de surveiller ses arrières. Il s'alliait dans le même temps avec Urabrask, qui préparait un coup contre Eleshnorn. Il n'hésita pas à partager cette information avec Vivienne Reed lors de son passage sur le plan de la Nouvelle Capena. Il proposa à l'arpenteuse de rejoindre la rébellion, sachant qu'elle pourrait réunir du monde pour profiter de la potentielle révolte chez les Phyrexians. Comme à son habitude, Tézéret plaçait des pions à leur insu, sans jamais trop se mouiller. Tézéret retourna vers le plan de la Nouvelle Phyrexia et supervisa le désassemblage du golem Karn, capturé plus tôt sur Dominaria. Puis il fut ordonné de ramener les morceaux à la mère des machines. Se rendant compte des petites tâches et du manque d'implication des Phyrexians à son égard, il se jura d'amener la guerre d'Urabrask jusqu'à Eleshnorn. Dans l'observation de cette scène, j'ai pu assister à une nouvelle facette du personnage. Je n'irai pas jusqu'à appeler ça de la bonté, mais quelque chose qui va dans cette direction. J'ai été surpris d'apprendre que pendant son passage sur la Nouvelle Phyrexia, Tézéret avait aussi agi contre eux, sans forcément attendre une récompense ou un butin. Il était notamment à l'origine de la venue de l'arpenteuse Kaya sur Caldeim, quand Vorinclex, le Praetor vert, s'y était rendu. Il a aussi profité de son infiltration pour faire parvenir secrètement à Jace, son ennemi et rival, des informations sur la rébellion contre les Phyrexians qui avait lieu sur le plan. Étonnant, n'est-ce pas? On peut bien sûr y voir un moyen de protéger ses arrières, mais j'ai envie de croire que quelque chose a évolué en lui. Seul le futur a des réponses à ces interrogations. Mais revenons chez les Phyrexians. Sans pouvoir agir immédiatement, il continua son rôle de larbin et rejoignit les forces phyrexianes sur Dominaria pour une attaque contre la tour d'Urza, où plusieurs arpenteurs étaient réfugiés. Alors qu'une occasion en or d'achever l'archimage Joda et l'arpenteuse Elspeth Tyrell se présenta à lui, il s'y refusa, contre toute attente. Sa haine envers les Phyrexians avait pris le dessus. Après avoir laissé un avertissement sur l'avancée des Phyrexians, il décida de rentrer, prenant le risque qu'on le lui reproche. Après une discussion et une négociation sous le signe de la manipulation avec la mère des machines, celle-ci consentit enfin à lui donner ce qu'il voulait, un corps en sombre acier. Elle ordonna à Jin-Gitaxias de lui forger, et il obtempéra. Il allait enfin obtenir ce qu'il désirait, un corps indestructible, accompagné de la possibilité de quitter les Phyrexians et leur désir fou de conquête multiplanaire. L'opération se déroula correctement, mais le Praetor en charge voulut ajouter un bonus et transformer le sombre acier en pestacier, ce qui relierait la conscience et les souvenirs de Tézéret aux autres Phyrexians. Ce n'était pas prévu dans le contrat. Il comprit rapidement que Jin-Gitaxias avait déjà eu un aperçu de ce qu'il se passait dans sa tête, et notamment de sa trahison en lien avec Urabrask. Quand il essaya de s'échapper en transplanant, il comprit que le Praetor l'avait bloqué à l'aide d'une puce de réalité, sa propre invention utilisée contre lui.
Tézéret n'hésita pas longtemps et utilisa ses pouvoirs de mentaliste d'Esper sur un des sous-fifres phyrexians qu'il utilisa pour s'échapper et détruire la puce contrôlée par Jin-Gitaxias. Dès que ce fut bon, il ne perdit pas son temps et arpenta les éternités aveugles pour se diriger de nouveau vers son plan natal, Alara. Et c'est dans les bas-fonds de la mer Creuse à Esper qu'il assista au commencement de la grande invasion phyrexiane. Dans un élan de charité, ou bien était-ce autre chose, sûrement dirigé par son instinct de survie, il envoya un jeune enfant des rues nommé Estelle avertir Rafik, le chevalier général de Bante, de l'arrivée imminente des horribles machines et le prévenir que les anges présents sur le plan pourraient être le meilleur moyen de les combattre. Toujours fatigué à la suite de son opération, il transplana à divers endroits, essayant en vain de trouver un plan et une cachette à l'abri de l'invasion. Il finit par arriver sur Kamigawa, où il se fit prendre en embuscade par Nashi, le Nezumi adopté par Tamiyo. Après l'avoir repoussé facilement malgré son état avancé de fatigue, il lui apprit que sa mère était toujours vivante, et qu'elle allait sûrement venir pour lui. Mais comme il le lui précisa, il aura à ce moment préféré qu'elle soit morte. Il finit par s'éloigner, laissant Nashi dans le doute et l'incompréhension. Il réussit enfin à trouver un plan si éloigné qu'il n'en connaissait pas le nom. Il y avait là une tour hérissée au milieu d'un désert de sable. Ici, il allait pouvoir se reposer et attendre patiemment le dénouement de l'invasion phyrexiane. Ici, il allait pouvoir préparer son prochain coup. Nous voilà arrivés au dernier chapitre de cette histoire. Aux dernières nouvelles, Tézéret est aux portes des éternités, un plan annulaire ceinturant les éternités aveugles. Je ne peux vous dire pourquoi ni comment il s'est retrouvé ici. Peut-être ne le sait-il pas lui-même, et d'après ce que j'ai compris, il n'a pas la possibilité de repartir. Il aurait même perdu une partie de ses pouvoirs. Mais comme à son habitude, le couteau improvisé d'Esper s'est parfaitement adapté à ce nouvel environnement. Ses pouvoirs, même diminués, liés au métal et aux artefacts, sont une bénédiction au milieu de cette technologie avancée et autres vaisseaux spatiaux. Son corps, en sombre acier indestructible, avec le pont planaire toujours actif et scintillant d'énergie, le fit rapidement remarquer au sein du système Sotera dans lequel il s'est installé. Il y est d'ailleurs connu sous le pseudonyme de l'homme de métal. Il s'est trouvé un lieutenant en la personne de Menon, un Ilvoy anciennement membre d'une section de recherche du cartel d'Utros, planète géante et mystérieuse où le peuple Méduse opère en secret. C'est ce dernier qui a instruit l'artificier sur le fonctionnement de ce nouveau plan et qui lui a appris que par le passé, il y a eu un conflit entre les Eldrazi qu'il connaît bien et les Fomori dont il a déjà entendu le nom. S'il existe un moyen de maîtriser l'une ou l'autre, ou des restes de leur pouvoir quelque part, il fera tout pour les obtenir. C'est comme cela qu'il a entendu parler d'un artefact pouvant soi-disant plier l'espace et le temps à sa volonté, la pierre de fin. Comprenant le pouvoir et le danger qu'elle pouvait représenter, il envoya un duo de mercenaires indépendants, Sami et Tanuk, récupérer pour lui l'artefact. À une époque, une fois en possession d'un objet de tel pouvoir, il l'aurait greffé à son corps, mais il a appris de ses erreurs du passé. Son but est différent maintenant, ramener et vendre la pierre de fin à son créateur, qui d'après lui n'est pas à l'origine de sa présence sur Sotera. Il veut rencontrer celui qui pourrait être l'être plus puissant que lui, aux portes des éternités, et pourrait vouloir faire de lui un sous-fifre, et surtout décider par lui-même si cela a des avantages pour lui. Cette rencontre se présentera, car comme vous l'avez compris, Tézéret parvient toujours à ses fins. Il se retrouva avec l'équipage de Sami nouvellement formé face à une étrange créature, androgyne et magnifique, capable d'ouvrir des brèches dans le cosmos pour s'y déplacer. Semblant être faite de feuilles de métal recouvrant son corps et possédant un grand pouvoir, cette créature ne donna pas de nom ni ne perdit de temps. Après avoir reconnu facilement que Tézéret n'était pas du plan, elle récupéra la pierre de fin et disparut comme elle était arrivée. Juste avant de disparaître, Alia, membre de la compagnie indépendante Sol Étoile et nouvelle recrue de l'équipage de Sami, réussit à lui trancher 2 doigts que Tézéret s'empressa de récupérer.
Cette rapide interaction ne fit qu'attiser la curiosité de Tézéret, et je pense que nous ne tarderons pas à recroiser l'homme de métal aux côtés de cet être cosmique. Ou peut-être que pour une fois, il utilisera d'autres moyens que la fausse servitude et la trahison pour survivre. Vous n'y croyez pas? Pour être honnête, ce n'est pas sur ça que je parierai non plus, mais laissons le destin nous surprendre. Je vous ai raconté tout ce que je savais sur l'histoire de Tézéret. L'artificier originaire du plan d'Alara a parcouru un long chemin depuis les bas-fonds de la mer Creuse sur l'éclat d'Esper. Mais sa ligne directrice a toujours été la même, depuis les mots de son père. Les forts prennent aux faibles. Alors il fera tout pour être le plus fort. Il n'a pas hésité à mentir, trahir, manipuler et tuer sur son chemin. Et je ne crois pas que cela va beaucoup changer. Mais je pense qu'avec l'expérience, il a aussi appris à choisir ses combats et à démontrer de la clémence. Il a prouvé sur ses dernières manifestations qu'il savait épargner des vies, même sans qu'il y ait un avantage pour ses objectifs. Je pense notamment au Nezumi Nashi sur Kamigawa, ou à Elspeth Tyrell sur Dominaria pendant l'invasion phyrexiane. Il a même été jusqu'à avertir les habitants de son plan de l'arrivée des machines tueuses. Un premier pas vers un chemin vertueux? Encore une fois, je n'irai pas jusque-là. Mais je suis curieux d'observer ses futures actions ainsi que les directions morales qu'il prendra. Pas vous? Merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Ce fut un réel plaisir de vous avoir conté ce récit. Je ne doute pas que nous nous recroiserons pour une nouvelle histoire, un nouveau voyage, un nouveau pèlerinage.